Bonjour à tous, je suis ravi d'ouvrir ce second café IA. Je suis Yann Pugliese, cofondateur de All in IT et dirigeant de la société. Tout d'abord, merci RSM Méditerranée de nous recevoir dans vos beaux locaux pour démarrer ce café IA. Alors, c'est le second, il fait suite au premier, où on a essayé de tenir compte des remarques qu'on a eues et d'essayer d'avoir un peu plus de cas d'usage, de concret sur l'IA. Donc, on va démarrer juste après par une démonstration pour vous montrer ce qu'on peut réaliser avec un petit peu d'effort, d'envie et de motivation sur l'IA et surtout très rapidement. Donc au menu, la démo et ensuite un échange avec Charlotte. Et du coup, Charlotte, je te laisse te présenter. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Charlotte Bourdin, je suis associée à RSM, donc expert comptable, et donc j'accompagne des clients sur leur sujet expertise comptable classique, accompagnement, on va dire, du dirigeant, et avec une dimension digitale et intelligence artificielle du pourquoi vous êtes là. On est tous réunis aujourd'hui ici pour en parler. Voilà. Top, merci. Rachid. Bonjour à tous, du coup Rachid Alabouti, je suis le deuxième cofondateur et l'unique deuxième cofondateur. Du coup, on a créé All in IT il y a un petit moment maintenant et c'est vrai que on a lancé le deuxième café IA avec une envie de vous présenter une petite démo parce que beaucoup de personnes parlent d'IA et peu de personnes l'appliquent ou vous montrent une application concrète. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés et on a essayé d'être bien chaussé cette fois-ci. Donc, je vais vous montrer une petite démonstration sur un outil que l'on a développé en interne. Je pense que beaucoup d'entreprises gèrent le temps de leurs salariés et pour nous, c'est le cas également. Donc, on a besoin de gérer les absences, on a besoin de savoir qui est présent et sur quel dossier il travaille pour ensuite pouvoir facturer. Du coup, je lance la petite démo en espérant que le dieu de la démo Soit avec nous. soit avec nous. Du coup, le logiciel s'appelle Temporis pour la gestion des temps. Et on arrive ici. Je me suis connecté en tant que manager de chez nous qui est aussi présent ce matin. Et voici comment se présente le logiciel. Donc, on a le calendrier, les absences, du reporting. Donc, c'est la partie où les salariés vont devoir imputer leur temps, la gestion des notes de frais, etc. Jusqu'à présent, les personnes faisaient ce qu'on appelle un peu du clicodrome, c'est-à-dire qu'elles vont sur le site internet et elles cliquent pour avoir l'ensemble des informations et pouvoir les saisir. Donc par exemple, pour une absence, je dois venir ici, cliquer, choisir qui je suis, mon manager, le type d'absence, choisir la date de début, la date de fin, etc. Et on s'est dit, pourquoi ne pas modifier l'interface et la rendre plus IA-friendly, et donc utiliser vraiment l'IA pour éviter de devoir cliquer. Et c'est pour ça que nous avons créé un nouvel élément qui s'appelle les commandes. C'est la première version, donc on a un retour au niveau de la console. Vous inquiétez pas, on peut l'améliorer, le rendre plus visible sur les prochaines itérations. Et donc ici, on a préparé un ensemble de commandes qui sont disponibles. C'est seulement à titre d'exemple. Les commandes peuvent être changées, c'est de l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Donc ça veut dire qu'elle est capable de comprendre le langage naturel. Pour être plus simple, hop, je commence avec la première commande. Donc je pose des congés du 5 au 10 et je peux envoyer. On a fait attention à tout traiter en local, d'où les temps de traitement. On ne fait pas appel à des serveurs externes. Tout est fait chez nous, dans nos locaux, sur nos infrastructures, pour la souveraineté des données. Donc ici, on voit que je me suis connecté, comme je vous l'ai dit, avec le compte d'un de nos managers. Donc on voit le nom, prénom du manager. On voit que c'est une demande de création. Et il a compris que le 5 au 10 novembre, on commence le 5 et on finit le 10. L'avantage, c'est que puisque c'est de l'IA, je pourrais faire des fautes, mettre des choses qui ne sont pas très bien écrites. Et normalement, peut-être que novembre, il ne va pas comprendre. Hop, je le mets un peu en difficulté. Donc il a bien compris que, bon, j'ai fait une faute, mais il n'en a pas tenu compte. Et donc il est capable de comprendre. Et c'est pour ça qu'un élément important chez nous, c'est le contrôle. On laisse l'IA
effectuer les actions, mais ensuite on contrôle manuellement pour être sûr que l'action elle est faite. Donc c'est pour ça qu'on a un premier bouton envoyer et un second confirmer. Donc je confirme que la demande elle est bien réalisée et du coup la commande est confirmée avec succès. Je vous mens pas. Euh, on peut voir au niveau des absences qu'il y a normalement une nouvelle demande d'absence qui a été demandée, donc du 5 au 12. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, on peut demander plein de choses. Le premier, bon, c'est la gestion des absences. On peut le faire à l'écrit, mais on peut le faire aussi à la voix. Et à la voix, on n'est pas obligé de le faire en français. Vu que c'est de l'IA, on peut le faire en anglais. Alors, je m'excuse par avance de mon accent anglais. Donc, je vais lui demander de poser des congés du 1er au 3 novembre, par exemple, de cette année. I'm taking time off from November the 1st to November the 3rd. Il parle anglais toute la journée, hein. Il nous fait le cinéma, mais Du coup, mon accent, il n'est pas très bon. Il a bien compris November the 1st to November the 3rd. Hop. Donc, je l'aide, je le corrige. J'envoie la demande. Et cette fois, il a bien compris. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est souvent demandé, c'est la saisie des temps. Parce que on a des salariés, ils travaillent sur des projets, et ces projets, on doit ensuite les imputer aux clients. Et c'est assez complexe de tous les jours aller cliquer en disant j'ai travaillé une demi-journée pour tel dossier, une journée pour tel autre dossier, etc. Et du coup, on peut le faire pareil. Donc ici, c'est un peu plus long, mais hop, la phrase, elle est ici. On pourrait la dicter ou l'écrire. Donc ici, j'impute mon activité du 1er au 3 novembre sur un projet qui s'appelle Temporis, donc celui-là même, et sur le projet marketing, et j'ai fait du télétravail. Et donc, en lui envoyant cet élément, en lui disant, voilà, je n'ai pas envie d'aller cliquer parce que sinon, je devrais aller sélectionner quel client, quelle date, etc., etc. Donc là, il l'a fait. C'est un peu plus long, et on voit bien qu'il a dit, il a mis les dates, et dans les jours où je lui ai demandé, où j'étais en télétravail, il a bien mis que je suis en télétravail. Ça ne bypasse pas, ça n'outrepasse pas les vérifications, c'est seulement de l'aide. Une fois que l'on saisit confirmé, on a quand même tous les process internes qui vont vérifier que la demande, elle est bien légitime et que la personne a bien le droit de le faire. Donc c'est un ajout, mais ce n'est pas une façon d'outrepasser les règles. Et pareil, on a intégré les notes de frais. C'est la même chose, hein. On demande un ensemble d'éléments. Et comment ça se passe derrière, pour vous expliquer très rapidement. En gros, on a plusieurs intelligences artificielles. Donc, comme vous l'avez vu, il y a la première qui permet de comprendre, donc c'est du speech to text. On lui parle et le retranscrit en texte. La deuxième, c'est de permettre de comprendre les besoins qui ont été émis, donc de comprendre le langage et de le traduire en action. Et ensuite, une fois que ces actions ont été comprises, codées, on peut l'envoyer cette fois au code en lui-même qui va les traiter. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'IA appliquée à notre projet et à nos besoins. Donc là, je vous montre le dernier petit élément en disant que je crée des notes de frais pour un projet qui s'appelle comme ça, le montant, etc. Et donc, il a bien compris que c'était une création en gestion NDF notes de frais, les éléments qui sont les dates de la période et les éléments que l'on a souhaités. Donc, le montant, le projet. Et donc, ça permet de supprimer une douleur qui est la saisie des temps et de le faire régulièrement en saisissant simplement du texte ou en parlant. Et on peut aller encore plus loin. En appelant un numéro où ça serait l'IA qui écoute, on pourrait totalement se passer de cette interface qui est utilisée tout le temps, qui est un site internet ou une application mobile, juste avec le langage et appliqué avec de l'IA. J'espère que je vous ai convaincu sur la démo. Si vous voulez en voir plus ou d'autres démos, n'hésitez pas à nous le dire. On essaiera de le mettre en place sur le prochain Café IA. Du coup, Top. Yann, je te laisse la parole. Merci Rachid. Pour compléter, ce qu'on avait à la base, c'est que l'outil existait de saisie des temps, de suivi des temps. Donc là où ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, on peut avec de l'IA ajouter un complément à nos outils existants. On n'est pas obligé de tout recréer, de tout refaire pour pouvoir gagner, pour le coup, en confort utilisateur, collaborateur. Là, c'est ce qu'on a cherché. On n'a pas cherché avec cet outil à produire mieux ou produire plus vite. On a pris l'axe confort. On y viendra après, mais souvent, il y a deux axes de réflexion qu'on aime bien garder en tête lorsqu'on fait des échanges et des diagnostics IA pour essayer de comprendre où est le cas d'usage qui a vraiment un ROI important chez nos clients.
c'est de se dire soit on gagne en confort, donc j'ai mes équipes qui vont être plus satisfaites et donc peut-être moins de turnover, etc. Ou alors on gagne en productivité, je produis plus, je produis mieux ou plus rapidement, ce qui est au final la même chose avec un gain en ROI financier tout de suite. Cool. Je propose qu'on démarre notre échange. Allez. Trop bien. Alors du coup, pour démarrer, donc l'IA, c'est un phénomène pour les particuliers. Tout le monde s'en sert de plus en plus. Tout le monde a un petit abonnement à ChatGPT, mais aussi pour les entreprises et je crois même pour les professions réglementées. Donc là, ça y est, c'est partout. Oui, oui, oui. Et malheureusement un peu trop des fois, puisqu'on a encore des gens qui nous envoient maintenant des mails rédigés par ChatGPT. Donc c'est la partie la plus désagréable quand on est une profession réglementée. On est quelques-uns dans la salle à recevoir des mails d'IA et en fait on doit les décortiquer pour dire bah non, là raté, t'as mal utilisé ton IA. C'est pas demain qu'on va encore nous remplacer. Du coup, l'IA aujourd'hui, comment tu le vois par rapport à ton métier? Est-ce que c'est un allié ou plutôt comme un risque? Comment vous le percevez? Il y a les 2. Il y a les 2 puisque, bah, nous, on a comme beaucoup de professions réglementées, on a des données sensibles, des données qu'on doit sécuriser, on nous propose des outils, donc des fois, c'est des logiciels ou tout simplement des intelligences artificielles comme ChatGPT et déjà sur la place, on a beaucoup de logiciels qui sont pas encore, RGPD compliance ou qui disent qu'ils le sont, mais ils arrivent pas à le prouver. Donc déjà, rien que dans notre système, on se pose des questions alors qu'on n'est même pas en train de faire de l'IA, pour où sont nos données, surtout sur les logiciels SaaS, etc. Et les IA, bah, c'est de se dire, bah, soit elles sont implémentées dedans, donc le risque est le même, soit en fait c'est l'usage des gens de l'intelligence artificielle, que ce soit nos clients ou nous-mêmes, quand on Mhm. utilise, dans nos prestations, l'IA, où en fait notre façon de l'utiliser peut être un risque, soit de faire sortir des données sensibles, soit de dire n'importe quoi parce on demande à l'IA de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Mm. Et donc là, c'est très très risqué. Ça rejoint un peu la démo. C'est qu'on est là pour contrôler, on est là pour lui donner quelque chose qu'on est en capacité de définir si c'est juste ou si c'est pas juste. Et après, bien sûr, c'est un allié, puisque si on a conscience des limites et de ce qu'il ne faut pas faire, Mhm. on peut faire énormément de choses. On peut être vraiment des professionnels un peu augmentés, d'aller là où on ne serait jamais allé. Donc forcément, moi, c'est ce qui me donne le plus envie, c'est ce challenge-là, en tout cas. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact, j'imagine, de l'IA pour aller avoir une transformation du rôle de l'expert comptable auprès de ses clients? Oui, l'impact, c'est, on va s'occuper de nos clients pour de vrai, je pense. Non pas qu'on veut pas, surtout qu'il y a peut-être il y a des gens avec qui on travaille ici. C'est qu'en fait, on est tellement dans dans l'esprit du collectif, quand on va voir son expert comptable, il y en a beaucoup qui vont le voir et de plus en plus parce que ils ont besoin de conseils, donc ils ont besoin de l'humain et du cerveau humain pour pouvoir vraiment, personnaliser, l'approche et l'accompagnement. Mais in fine, on a la base, c'est quand même, la comptabilité. Mm. Et donc en fait, bah, cette dimension conformité, qui nous prend encore aujourd'hui trop de temps Mhm. et du coup qui vient réduire et grappiller la partie, conseil et comme, le budget de nos clients, c'est pas extensible, Mm. Malheureusement. ils sont pas tout le temps prêts à augmenter le budget, pour qu'on aille sur ces missions-là et donc au final, on devient en fait, bah, des sous-traitants et non plus des partenaires des fois, et puis ça frustre autant les clients que ça frustre, les comptables. Et donc là, l'intelligence artificielle, c'est de se dire comment on va recentrer le métier de l'expert comptable. Alors on va, s'assurer que la conformité soit faite et qu'on arrête de voir comme quoi on ne travaille pas pour le fisc, nous on travaille pour les dirigeants. Et donc en fait, ça serait bien, avec cette réforme en plus de facturation électronique, bah, automatiser un petit peu tout ce qui peut l'être et qui a pas beaucoup de valeur à nos yeux et aux yeux de nos dirigeants et en fait passer plus de temps avec le client et vraiment à faire du business avec lui. Donc ça va vraiment transformer notre métier. Cool. Et du coup, l'IA, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il automatise dans votre quotidien des équipes comptables, des experts comptables? Qu'est-ce qui aujourd'hui commence à arriver? Qu'est-ce que vous En voyez comme cas d'usage cas, court terme alors il y a plusieurs phases, il y a plusieurs, éléments parce que l'intelligence artificielle, on l'a dit, ça peut être sur, des outils, mais ça peut être sur, nos process. Mhm. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur une profession, qui a quand même une étiquette, un peu stéréotypée, un peu old school. Ah oui, effectivement, comme dans chaque métier, il y a des gens un peu plus, dans le Dynamique. digital, un peu moins. Et donc, bah, quand on parle d'IA, il y en a qui ont peur de tout simplement s'ils font au Mm. quotidien que ce que l'IA va faire demain, forcément, eux, ils sont un peu plus résistants au changement. Il y en a qui voient les opportunités, donc bien entendu. Et donc, en fait, on commence par utiliser l'IA
que les prestataires de logiciels, les logiciels qu'on utilise de production, commencent à Mmh. implémenter. Donc, des pseudo-saisies automatiques, des logiciels, alors ça existe déjà depuis quelques années avec des algorithmes qui imitent l'œil humain, les OCR, pour essayer de lire un document pour nous préfaire un petit peu, enfin, nous mâcher un peu le travail. Mais ça, c'est la première phase, c'est pour Mmh. commencer à s'habituer. Et en fait, bah, les éditeurs de logiciels vont mettre des IA standards pour absolument tous les experts comptables et tous les comptables. Donc, en termes de facteurs de différenciation, je ne sais pas si c'est l'avenir, mais en tout cas, ça peut mettre le pied à l'étrier, ça peut simplifier certains process, des trucs qu'on n'aurait pas pu s'offrir si on avait dû le faire tout seul dans notre coin. Donc ça, c'est la première phase, c'est ce qui globalement vient inonder notre marché en tant qu'expert comptable. Après, il y a la dimension IA générative comme ChatGPT, Perplexity, Claude, où là, on les utilise hors de nos outils. Bien sûr, on n'intègre pas de données sensibles parce qu'on ne sait pas où ça va, mais on les utilise plus pour de la reformulation, si on doit écrire à des clients, parce que bah, comme toute personne qui travaille dans des métiers hyper techniques, que ce soit le cas pour toi, pour moi, pour les avocats, pour les notaires, bah, des fois, quand on parle à quelqu'un qui connaît rien du tout au métier, bah, si on donne un jargon un peu Mmh. compliqué, de réutiliser en fait ces IA pour reformuler un mail, préciser et prompter que la personne elle est néophyte, qu'elle est inquiète, qu'elle est stressée, qu'on veut la rassurer. Bah, au lieu de passer une heure à faire un mail, que en plus peut-être que il sera pas compris, bah là, il faut être honnête, ChatGPT, Copilot, etc. Ils sont bien meilleurs que nous pour Mmh. rédiger. Et que si on lui donne la bonne info, il peut la reformuler. Ça peut aider aussi en interne, quand on a des sujets stratégiques, on a une réflexion à mener, ça permet d'ordonner les idées, de se poser des questions, de se challenger, parce qu'en fait, si on lui demande à l'IA, elle nous challenge. Elle dit Mmh. ouais, fais-moi une critique de ça. Est-ce que tu penses pas que... Et souvent les deux, trois prochaines requêtes sont beaucoup plus intéressantes. Donc cette partie-là, on l'utilise plus pour ça. Et puis après, il y a, je m'intéresse à moi. Qu'est-ce qui, dans mon organisation, n'est pas géré par un outil, ne peut pas être géré par ChatGPT? Et donc, quel est mon point de douleur auquel j'ai envie de répondre? Mais on en parlera un peu plus tard. Yes. Tu m'as dit une phrase quand on a préparé ce café IA, c'est: «L'IA me rapproche de mes clients». Je trouvais qu'elle était Et ouais. juste et du coup, est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, comment tu vois l'IA pour arriver à te rapprocher de tes clients? Beh, si je suis moins derrière mon ordinateur avec mes collaborateurs, c'est que soit, en fait, je deviens un comptable en ligne, mais c'est pas notre vocation. Soit, en fait, le temps que je ne passe plus derrière mon ordinateur, je suis dans la boîte avec mes clients, en train de regarder comment ils travaillent, en train de lui poser des questions, en train de le challenger. Donc, je vais beaucoup plus loin. Donc, pour moi, ça me rapproche. C'est que je ne serai plus celui qui fait des rapports et qui fait uniquement du bilan. Je serai celui qui va discuter avec lui de son quotidien. Très bien. Donc la petite question, c'est: doit-on encore faire appel à un expert comptable à l'heure de l'IA? Ah oui, bien sûr. Évidemment! Mais en fait, il y en aura pour tous les goûts. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, peut-être, dans le portefeuille client d'un expert comptable, il y a des gens qui viennent pour cet aspect Mmh. conformité, faire des TVA et des liasses, parce que c'est leur besoin et il y a pas de problème, hein. Souvent, c'est les débuts d'année, le lancement d'une boîte, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de formation, puisqu'en fait, c'est aussi ce qu'on fait. Et puis, il y a une phase où, bah, il y a des personnes, ceux qui sont dans le retail, les boulangers, j'en sais rien moi, tous ceux qui sont commerçants, les artisans, ça fait 30 ans qu'ils sont dans leur activité, ils la connaissent absolument par cœur. Le chiffre d'affaires, c'est le même chaque année, les charges, c'est les mêmes chaque année. Et ben eux, ils ont davantage besoin de conformité et c'est OK. Et ils ont pas forcément besoin de: «Bon, c'est quoi ton petit conseil cette année?» Et donc ceux-là, peut-être que ça sera pour les experts comptables en ligne. Et puis, bah, ceux qui ont, des envies ou des besoins particuliers seront peut-être plus sur le cabinet avec, du relationnel. Et beaucoup de clients aujourd'hui veulent du relationnel, même si des fois ils nous disent juste: «Je veux du conseil». Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas définir ce que c'est le conseil, mais ils se disent: «Il suffit d'une conversation» et ça arrive très régulièrement, d'une conversation qui va nous faire réagir sur un sujet et le client va se dire: «Bon, bah, c'est parfait, c'est ça que j'attendais». L'humain. Donc plus on va être dans la digitalisation et plus les clients vont demander de l'humain. Donc c'est là où il va falloir, apporter vraiment de la valeur dans la partie humaine, puisque si c'est jusqu'à présent, on va avoir une récupération en fait, de la valeur qu'on apportait qui va être dans Mmh. l'IA, ça veut dire qu'il faut qu'on la reporte sur autre chose. Et c'est l'enjeu de se positionner maintenant, Mmh. puisque, bah, tout le monde, on va pas tous faire la même chose. Et donc là, on a zoomé sur, le métier de l'expert comptable. Si on zoome aussi sur, vos clients et l'accompagnement, comme tu disais, vous avez un rôle de conseil Mmh. à apporter. Comment vous allez aider vos clients à aller vers cette, digitalisation et l'IA? Bah, tu l'as dit, digitalisation.
hein, c'est le gros sujet parce que pour faire de l'IA, il faut avoir des données digitales. C'est bien. Et 70 de nos clients, c'est l'Ordre des experts comptables qui a sorti, des statistiques, en 2024 et 70 des entreprises en France ne sont pas digitalisées. Donc déjà, on se dit: «Vaste programme», qui repose beaucoup sur les experts comptables. Donc sachant qu'eux n'étant pas très digitalisés, à part sur les outils de production, il y a un gros, gros, gros programme. Et on a ce qu'on appelle la réforme de la facturation électronique qui commence en septembre 2026 et qui, en fait, dans le cœur du projet, c'est digitaliser, les flux fiscaux. Mmh. Donc la TVA, donc la comptabilité, donc les, données les données des clients, c'est-à-dire les factures. Donc on a, si on fait le rétro-planning, on a 18 mois pour digitaliser tous nos clients pour qu'ils puissent être, OK avec la réforme. Parce que s'ils sont pas OK avec la réforme, globalement, c'est la clé sous la porte pour eux. Donc on a ce devoir déjà d'information sur cette réforme, parce qu'il y a du déni, du «on a le temps, ça va être encore repoussé, c'était prévu pour 2020, nin-nin-nin». Bon, il y a 15 milliards à aller chercher par an avec les budgets qu'on a en France. Je pense pas on ait vraiment le choix, donc c'est ce qu'on leur dit et que, bah, s'il y a une résistance au changement, vaut mieux s'y mettre 18 mois en avance Mmh. plutôt que 3 mois avant la deadline. Donc nous, le gros enjeu, c'est déjà de les sensibiliser à se digitaliser et on a déjà des exemples de clients qu'on a digitalisés et des clients qui, alors, étaient dans la version 1, c'est-à-dire, j'utilise à peu près Excel, j'ai, des comptables en interne, mais pas du tout digitalisés. Ils partaient de rien, mais l'entreprise marchait. Quelqu'un de pas digitalisé, c'est pas une Mmh. insulte. Ça fait 50 ans qu'ils faisaient du business et qui marchait très bien. Mais, le fait de les avoir sensibilisés, ils ont fait le pas et ils sont même allés encore plus loin puisqu'ils ont pris un CRM. Alors là, c'est incroyable, hein, pour Mmh. quelqu'un qui était pas digitalisé. Donc ça veut dire que les gens peuvent très vite faire le Le volte-face et switch. comprennent très vite. Et il était déjà en plus dans la solution d'après, c'est de se dire: «Bah, maintenant que j'ai digitalisé et que je vois que les choses sont plus faciles à voir», Mmh. donc c'est vraiment de la visualisation de leur activité. Après ils se disent: «Bon, j'aimerais bien maintenant faire, autre que de la marge, de l'EBE, les trucs, financiers classiques qui parlent souvent qu'à un financier et j'aimerais bien faire de la business intelligence». Donc en fait, ce qu'on appelle la BI dans notre jargon et pour faire ça, il faut déjà avoir des Mmh. données digitalisées et après, ils parlent d'automatisation et après l'IA, c'est le sujet juste après. Mais on est vraiment en train de les aider à mûrir leur outil et leur organisation sur la digitalisation et donc ça devient notre rôle parce que la digitalisation, ça va être le mur dans 18 mois et qu'en fait, déjà, ils sont en train de comprendre les opportunités de demain. Donc c'est là notre gros rôle. Super, très clair. Et aujourd'hui, si on doit zoomer sur l'IA dans les PME, est-ce que vous commencez à voir des cas d'usage concrets qui sont mis en place? Ou qu'est-ce que ça leur apportera à court terme? Parce que est-ce que c'est pas finalement par là qu'il faudrait commencer? C'est convaincre tout le monde de l'intérêt, Mmh. en partant on avait parlé des points de douleur notamment. Ouais, bah, oui, on les voit. Donc on commence à en parler, mais pour eux, ils ont l'impression, du sujet de, «Je suis pas sûre que je pourrais avoir les moyens, est-ce que c'est pas du domaine du Mmh. rêve, ce que tu dis?» parce que, c'est très, très loin et qu'ils Mmh. l'utilisent pas, ne serait-ce que ChatGPT qu'ils n'utilisent pas. Donc pour eux, en fait, c'est du domaine du rêve. Mmh. Donc il y en a quand même pas mal. Par contre, quand on discute avec des clients et que, bah, moi, je suis plus sensibilisée sur la partie IA, d'ailleurs, c'est plus facile pour moi et comme on disait, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est plus facile pour moi d'aller voir un client pour lui dire: «Ah mais attends, si on fait comme ça et cette analyse, ça ressortira ça, soit ça va te vraiment t'aider à aller Mmh. chercher, tel client ou ne pas». Enfin là, je pense à une école, qui disait: «Mais moi, à chaque fois, je fais de la VAE, mais le modèle économique de la VAE, c'est tant que la VAE n'est pas terminée, que la personne n'est pas allée au bout de son projet, je suis pas payée et si elle abandonne, je suis pas payée». Donc il y avait quand même tout un enjeu et donc j'ai commencé à réfléchir avec eux sur: «Mais attends, si tu mets en place tel sujet sur le recrutement, de mieux comprendre quels sont les sujets d'abandon, pas d'abandon, parce que tu vas pas payer un ETP à passer 20 de son temps à vérifier, alors pourquoi celui-là, il est parti, il est pas allé au bout?» et cetera et cetera et que les places sont souvent limitées. Bah, il y a tout un sujet où nous, après, en fait, d'un problème, on le transforme en opportunité sur de l'IA. Donc moi, en extérieur, c'est facile Mmh. et après, c'est est-ce que la personne va passer le pas ou est-ce que c'est vraiment un sujet important? Parce qu'il y en a, en fait, ils disent: «Ça serait super, mais c'est pas ma priorité». Mmh. Donc Je ceux-là, on comprends. sait qu'ils vont pas s'y mettre de suite. Par contre, il y en a où on sait qu'ils vont basculer assez rapidement. Donc en fait, notre rôle, c'est plutôt de parler de business et Mmh. quand on parle de business, c'est là où On tire les sujets. on tire les Mmh. sujets. Voilà. Très bien. Et ton déclic IA à toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Ça y est, on va devenir,
IA friendly? On va mettre en place de l'IA chez nous pour avancer? Bah, d'une, ça bon, il est pas dans la salle, donc j'ai le droit de le dire. Il y en a un gentiment qui m'a donné une gifle, bienveillante. Il me dit: «Tu es toujours en train de regarder l'IA pour les autres, mais quand est-ce que tu te Mmh. l'appliques à toi-même, ma cocotte? Tes IA dans tes outils, c'est il y a pas que ça». Et en fait, je suis en train d'accompagner mes clients sur la réforme Mmh. de la facturation électronique, et je sais que j'ai un mur devant moi. Donc comme plein de clients, plein de dirigeants pourraient avoir, c'est de se dire: et on a une contrainte qui arrive, peu importe la contrainte, ça peut être, manque de ressources, ça peut être une réforme, ça peut être, tout ce qu'on veut. Et je me suis dit: «Mais j'ai 18 mois pour engager, tout le monde sur la digitalisation, sur les réformes, sur les spécifications». Je ne veux pas, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas que ça serait applicable à tous les experts comptables ou toutes les professions réglementées. Je ne me vois pas faire, du mailing en masse et spammer mes clients pour leur expliquer que c'est important, puisque la plupart, moi la première, je n'ouvre pas certains mails. Et je me suis dit: «Bah, si je veux vraiment Mmh. accompagner, les clients et que les clients puissent s'offrir mes services», parce que faire un diagnostic de réforme de la facturation électronique, c'est facile, entre 5 et 15 000 € et il y a des PME qui peuvent, se les offrir, mais il y a d'autres PME et des TPE qui peuvent pas se les offrir. Mais selon moi, tout le monde devrait avoir accès à cette information Mmh. à un moindre prix. OK. Et donc si je veux ça, sachant qu'un diagnostic, ça peut facilement prendre 30 heures. 30 heures, quand on voit le taux journalier, même si on fait un effort, et cetera, c'est de suite 10 000 €. Et donc si on voit une TPE, qui a pas de résultat ou a pas un EBE de 10 000 €, ou c'est le gérant qui va devoir se payer 10 000 € de moins pour pouvoir s'offrir l'ouverture et se dire: «Ah bah oui, si je fais rien, je vais mourir», Mmh. c'est pas cohérent. Et OK. donc comme moi, mes TPE, c'est très important, je me dis qu'il faut que dans ma façon d'accompagner mes clients, je mette de l'intelligence artificielle pour que tout le monde ait accès à cette information et à ce service. OK. Donc le mur, c'est je peux pas accompagner 3 500 clients en moins de 18 mois. Donc il me faut quelque chose qui me fasse gagner du temps, tout en gardant l'humain et en faisant produire l'intelligence artificielle, le format, analyse classique, plus basique. Donc ça a été mon déclic. Super. Et alors pour tes clients, comment tu les amènes à obtenir ce déclic? Comme tu le sais, on est assez attaché à ça, nous, en disant: «On va chez nos clients». Le but étant de trouver le cas d'usage, on le disait tout à l'heure, qui va bien, sur lequel il y a quelque chose à apporter. Mmh. Comment vous le faites? Parce que du coup, vous le prenez toujours par le prisme du flux financier? Ah oui, bah, moi je gère que le flux financier de ce que je connais, puisque comme j'ai dit, l'IA, si on lui donne quelque chose et en fait, on n'est pas, expert Mmh. dans le domaine, c'est ultra risqué. D'où les mails, hyper mauvais reçus par des clients qui posent des questions fiscales et juridiques, à l'IA. Donc ça, non, moi je reste que sur du financier. Donc il y a 2 approches. C'est soit au moment du bilan, on parle, il y a 2 phases dans le rendez-vous bilan. On parle du passé, Mmh. mais après on parle surtout de, l'avenir. Et donc c'est quand on parle d'avenir, et des problématiques du passé, on se dit: «Mais comment tu vas les traiter dans l'avenir?» Là, il en découle, des sujets et on commence à parler d'IA. Mais selon la maturité, Oui, du client. digitale, du Je client, comprends. on sait que ça va prendre un an et demi, voire 2 ans. Et après, il y a la phase, plutôt là où on parle de diagnostic. Donc quand on rentre dans le diagnostic avec des systèmes Mmh. d'information financiers et la partie, réforme de la facturation électronique, on sait que 6 9 mois après, ils le savent déjà, qu'ils vont nous rappeler pour, «Bon, maintenant que j'ai bien compris mes outils et que je les utilise, Ouais. je veux faire la phase 2». Donc on sait qu'on a cette phase via, cette, analyse et cette Mmh. cartographie, des systèmes d'information où ils réalisent qu'il y a un truc à faire. OK, Sans ça, ils ne le réalisent pas. d'accord. Très bien. Et du coup, le principal frein que tu remarques aujourd'hui, à l'adoption de ces nouvelles technologies et donc de l'IA, c'est quoi? C'est d'abord, humain? C'est Alors, il y a de l'humain, c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent: «J'ai pas envie de virer, ma comptable ou telle personne parce que ça va être automatisé, que ça fait 30 ans qu'elle est là», donc il y a vraiment cette dimension humaine. Donc souvent, on essaye de les rassurer en disant: «Mais elle est peut-être être reclassée parce qu'en fait, tout n'est pas parfait dans ta Mmh. boîte. Peut-être qu'elle fera plus cette tâche-là, mais que tu vas pouvoir la mettre au hasard, elle arrête de faire de la compta et elle se met sur le recouvrement». Ça peut être, un sujet. Donc il y a cette dimension-là, donc la peur de perdre son métier. La réalisation que, il y a des métiers qui vont effectivement peut-être disparaître, Mmh. mais un métier qui disparaît, il y en a souvent d'autres qui arrivent, donc c'est aussi conscientiser que ça peut être, ce sujet-là. Il y a le je sais pas à qui en parler, parce que, je sais pas qui fait Mmh. de ces développements et donc en fait, ils savent pas par, qui Par où contacter, commencer? voilà. Mmh. Et il y a ça doit être trop cher. Il y a que des gens extrêmement, riches ou les grosses PME qui peuvent s'offrir, ces services-là.
Du coup, le budget, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi le budget? Comment tu vois les choses, quant à cette Alors je question? pense que vous êtes plus à même d'en parler. Le budget, bah, tout dépend de ce qu'il demande. C'est que est-ce que je demande un truc, qui va, toucher à, 21 process d'une boîte de, 200 personnes? Bah, là, le projet, c'est un projet de fond. C'est pas quelque chose que vous pouvez développer en une semaine. Donc naturellement, les tarifs vont être très élevés. Mais c'est tout dépend quel challenge on essaye Mmh. de réaliser. Si on est sur par exemple, là, on a Mmh. parlé par rapport à mon sujet et on en discute ensemble, sur les sujets de ces diagnostics. C'est de se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux automatiser en premier. Donc c'est quoi le premier pas? Et des fois les premiers pas, c'est, 3 4 5 000 €, mais ça va avoir un effet avec un ROI ultra rapide. Donc en fait, c'est tout dépend sur quoi et donc tant qu'on n'est pas clair sur qu'est-ce qu'on cherche à réussir, Mmh. c'est toujours trop cher. Je En comprends. effet, il y a des éléments très importants que j'aimerais souligner. C'est que souvent on entend que l'intelligence artificielle va nous remplacer. Et bah, Charlotte nous a très bien dit qu'elle reçoit des mails qui sont incompréhensibles parce que les personnes ne peuvent pas contrôler l'intelligence artificielle. Donc on pose des questions, mais si moi je pose une question sur l'informatique quantique, je vais prendre pour acquis ce que l'IA va me donner. Et donc c'est pour ça que chez nous, on a toujours le petit bouton de contrôle et donc la personne sera reclassée peut-être pas trop loin, parce qu'il faudra comprendre bah, les flux Exactement. financiers. Si je pose une question ou si l'IA fait quelque chose, il faut quand même pouvoir la contrôler. Mmh. Donc c'est vrai Exactement. que c'est par ce prisme qu'on va aider les clients à aller plus loin, mais pas à remplacer toutes leurs équipes. C'est pas notre façon de faire. C'est vraiment pouvoir se rapprocher plus de l'humain et d'utiliser l'outil comme un outil et de le laisser travailler sur les tâches où en fait c'est automatisable. C'est ça. En fait, c'est l'IA, on lui donne la fabrication, mais la supervision et les données qu'on entre pour qu'elle les analyse, ça reste humain. Et ça, personne ne pourra le changer. Donc si on n'est pas clair sur, bah, qu'est-ce que l'IA fait et pourquoi elle le fait, heu, La ça sert sortie à ne rien. sera pas claire. Ah non. Exactement. Et donc pour revenir sur le budget, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours tendance à croire que c'est des montants importants, pour mettre en place de l'IA au sein de sa structure. C'est faux, je tiens à le dire. Pourquoi? Parce que déjà l'IA apporte à toutes les entreprises, mais aux informaticiens aussi, parce que l'IA a besoin de données pour se nourrir. Et donc évidemment, notre job qui est à 120 sur l'ordinateur, on a beaucoup de data à l'intérieur et donc l'IA arrive à nous aider à produire mieux et produire plus vite. Donc ça va aussi diminuer le panier moyen de la mise en place d'outils sur mesure. Et la seconde étape, c'est que les modes de facturation évoluent et donc on arrive à avoir notamment des abonnements qui sont mis en place, ce qui permet d'avoir un coût de setup, de mise en place, abordable. On le disait tout à l'heure, de quelques jours de boulot. Donc si on fait une conversion, voilà, entre 3 et 5 000 € pour des petites choses évidemment. Et derrière un petit abonnement, ça fait que c'est très vite quantifiable le coût versus ce que ça va me rapporter. Et quand on fait ces déclics, quand on essaie de trouver le déclic côté client, chaque point d'amélioration où on estime que l'IA peut apporter quelque chose, on mesure un ROI qui doit être travaillé par notre client, parce que c'est lui qui connaît mieux sa structure que nous. Évidemment, on n'a passé qu'une demi-journée dans ses locaux, donc on n'est pas à même de savoir exactement le coût. Mais on voit que pour toute cette saisie, on a une personne qui passe une demi-journée par semaine, et que très probablement, cette demi-journée, elle peut être compressée en 1 heure. Donc, certes, on a 3 heures de temps gagné, c'est déjà considérable. Et en plus, on peut aussi dire que la personne elle va faire un job probablement plus intéressant dans ces 3 heures que contrôler le fichier de gauche, le fichier de droite pour vérifier qu'ils disent la même chose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions. Est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que vous voulez réagir? Non, pas de questions? Ah, l'autre jour, on m'a Ah, dit, ils il vont faut des questions. Donc, on a essayé de laisser un petit temps. Je comprends que c'est compliqué. En tout cas, s'il y en a qui viennent, on est à votre dispo. Yann, juste pour bien comprendre le concept de déclic qu'il y a que vous avez sur Lean, c'est-à-dire que concrètement, si demain je veux mettre en place des cas d'usage d'IA, ou en tout cas je réfléchis à comment essayer de trouver des meilleures axes d'amélioration dans mon business, c'est quoi? On s'appelle, on prend un café ensemble et je parle un petit peu de mon business et derrière c'est vous qui définissez les meilleurs cas d'usage que vous voyez, comment ça se passe, voilà. Yes. Alors, on a deux, on va dire, canaux entrants. En effet, vous nous contactez, LinkedIn, SMS, appel. Ok, on prend rendez-vous, parce que faire par téléphone autour d'un café, bah, c'est bien, mais ça peut être limité. Il faut quand même se poser un petit peu, comprendre les flux, justement, comment vous fonctionnez au quotidien, et pour trouver les bons cas d'usage IA, et pas mettre en place de l'IA pour de l'IA. C'est aujourd'hui un des biais, on peut dire qu'on retrouve beaucoup. C'est-à-dire qu'on veut y aller, on veut mettre en place des choses, mais on ne prend pas le temps de bien préparer.
Et donc, on va mettre en place à des endroits où l'utilité, elle est moindre. Et donc, l'impact, il ne sera pas au rendez-vous. Et c'est là qu'on peut se détourner derrière de l'IA parce qu'en fait, on n'a pas choisi le bon endroit. Et c'est pour ça que je pense que la partie amont de bien comprendre où c'est nécessaire, c'est probablement le plus important. Peut-être même plus que la réalisation qui, derrière, peut être automatisée avec l'IA. Non, ça rejoint on peut avoir une super conversation, mais en fait, c'est valable autant pour toi que pour moi d'ailleurs. C'est qu'à un moment donné, il faut aller chez le client, Mm. donc chez la personne qui a envie de mettre en place l'intelligence artificielle. Et en fait, il y a différents critères de se dire, bon, bah, est-ce que là, tu vas commencer par quelque chose qui est pertinent, ton Mm. point de douleur, etc. Mais ça rejoint à observer, c'est d'être à côté de vous et de vous regarder faire. Parce qu'en fait, il faut se mettre à la place donc de la partie technique qu'il y a, et puis se dire après, est-ce que vraiment sur le ROI, ce que tu vas faire, alors ça peut être un ROI, alors on parle c'est du confort, souvent quand on fait gagner en confort, comme la saisie des temps, on fait gagner en confort, donc on va gagner en visibilité peut-être sur certaines choses, et de pouvoir mieux piloter. Donc des fois, le confort joue sur la rentabilité indirecte, mais des fois, je vais gagner du temps, le temps c'est de l'argent. Je vais gagner directement de l'argent aussi. Voilà. On est vraiment dans ce sujet, mais c'est des observations terrain. Donc il faut qu'on soit à côté de la personne qui a besoin d'être augmentée, et on la regarde. Donc c'est pour ça qu'autour d'un café, ça peut être la première approche, pour savoir si c'est faisable techniquement. Mais après, il faut aller voir. Et c'est pour ça que ça rapproche, ça rend l'humain. C'est qu'il y a personne avant qui faisait, ou très peu, où c'était pas accessible parce qu'il fallait payer quelqu'un pour qu'il nous regarde. Donc là, non, en fait, la démarche, on est de plus en plus humain puisqu'il faut regarder ce que les gens font. Et c'est vraiment la démarche de ces audits de systèmes d'information, et peu importe quel système d'information. Tout à fait. Et c'est souvent au travers de conversations, des fois assez simples, Ah, nous dit non. où on arrive, on a le déclic en se disant, bah oui, mais en fait, ça, on peut le faire. C'est comme, je ne suis pas du tout expert comptable, je peux avoir le nez dans mes factures toute l'année. Et dès qu'un expert comptable va arriver, il va me dire, mais oui, mais en fait, ici. Et ça va me paraître évident. Donc au début, ça va être un peu obscur. Je vais me dire, oui, c'est super, je vais mettre de l'IA, mais je vais regarder sur Internet. Souvent, on a ce réflexe-là. Et vu qu'on n'est pas expert dans le domaine, on va peut-être rater des choses qui, au détour d'une conversation, on va dire, ah oui, mais en fait, et là, on a le déclic. C'est pour ça qu'on l'a appelé déclic IA, en se disant, bah, oui, mais en fait, c'était sous mon nez. Mais tant qu'on ne me l'a pas montré, tant qu'un expert n'est pas venu avec une conversation, avec un audit, avec un élément terrain, je ne vais pas forcément m'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'on essaye de se rapprocher des clients, pas d'offrir une offre à tout le monde en disant c'est ça qu'il vous faut. Voilà, maintenant il faut vous conformer à ça parce que l'IA c'est ça. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de champs d'application et on essaye vraiment de trouver le champ à chacun des clients. Ça rejoint l'habitude. C'est-à-dire qu'il y a je pense que toutes les personnes qui travaillent font des choses par habitude et ils se rendent même pas compte qu'en fait, c'est pas OK en fait, et que ça pourrait être révisé d'une autre façon ou approché d'une autre façon, et que des fois de faire venir quelqu'un d'externe, il va se dire: «Mais pourquoi tu fais ça? J'ai toujours fait comme ça. Je suis sûre que vous avez déjà dit ça». Mais sachez que là déjà, ça peut être un déclic à ça. Une autre question? Moi, j'ai pas trop compris, excusez-moi, hein, je connais pas tous ces termes, mais le ROI, c'est quoi? Vas-y, Retour sur investissement, mais en version anglaise. Et alors là, par contre, moi, j'ai vraiment un accent pourri et moi, je je le dis. Voilà, c'est le retour sur investissement. on investit 5 pour gagner combien derrière? 3, c'est pas intéressant. Mais par contre, pour gagner 10, ben voilà, on fait x2, donc là, c'est Ah, intéressant. c'est sûr, si on fait un gros développement d'une intelligence artificielle qui va coûter 50 000 euros alors que je peux pas faire plus de 40 000 euros de chiffre d'affaires par an, et encore par an, ça serait pas trop dégueu. Est-ce qu'on le fait, quoi? Et pour le calculer, c'est souvent difficile. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux axes. Il y a l'axe du retour financier, mais il y a des retours aussi qui sont non financiers ou non directement financiers, notamment le confort. Et comment il peut se mesurer? Par le turnover de nos équipes. Si j'investis pas du tout et que je me rends compte que chaque année, je dois perdre du temps à retrouver des nouvelles personnes versus je vais investir un peu, rendre plus confortable le travail et au final garder mes salariés plus longtemps, ça peut être un axe, pas directement financier, mais ça va impacter le financier. Donc ça veut dire quand on met en place, mais comme tout projet, quand on met en place un projet, il faut mettre en place ces fameux indicateurs, ces KPI, son PNL, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc soit c'est facile à calculer, et tant mieux. Mais si vous trouvez déjà que dans le suivi, c'est pas facile, c'est là où on met en place, surtout si c'est financier, ça va.
Et il y a des fois, on a dit que c'était pas financier. Ben là, nous, c'est ce qu'on appelle la business intelligence, hein. Donc concrètement, c'est là le pas. Il y a une personne dans la salle qui en fait d'ailleurs ici. Donc c'est tout ce qui est avoir des KPI pour savoir si on avance sur ces sujets-là. Et ces KPI, ça veut dire qu'il faut les mettre dès le début pour suivre de est-ce que ça marche ou ça marche pas. Est-ce que je continue ou je me rends compte au bout d'un an qu'en fait ça marchait pas. Donc c'est là où en fait c'est important de les avoir dès le début et de pouvoir les suivre et que ça soit facile à suivre. Parce que si on passe 3 jours à dire bon, est-ce que c'est efficace ou pas pour faire un calcul sur un mois, ça vaut pas le coup. Donc c'est aussi des données qu'il faut avoir en tête. Très bien, écoutez, merci. Peut-être un petit mot de la fin, ce qu'on peut retenir de nos échanges en très synthétique. La meilleure porte d'entrée pour mettre en place aujourd'hui donc de l'IA à partir de ses douleurs, à partir de son terrain, de se l'appliquer à soi-même, essayer de regarder, d'être autocritique, comprendre l'importance du conseil, qui vienne du conseil d'un expert comptable, d'une boîte tech ou autre, d'une personne qui va amener un regard extérieur, et se dire que tout n'est pas industriel, probablement que le facteur humain, l'éthique, la compréhension, le partage, la conduite au changement pour mettre en place ces choses-là, c'est encore plus important que la réalisation du projet. Et en conclusion, tout est possible. Et avec l'IA, beaucoup de choses sont possibles. Il faut essayer de ne pas se limiter à ce qu'on connaît aujourd'hui et du coup passer de la peur de l'IA, on va dire, à de la curiosité pour mettre en place les choses au sein de nos structures. Merci à tous. Merci. Merci Charlotte. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et le café IA numéro 3 dans tout ça, il sera le 16 janvier à Montpellier, chez The Lab, avec Michael Safar, qui est propriétaire d'un incubateur d'entreprise et qui aide les startups à accélérer avec de l'IA. Et on va vous présenter comment on travaille ces sujets ensemble. Donc je vous attends le 16 janvier à Montpellier.